Voilà, alors bonsoir et bienvenue à chacune et chacun d'entre vous pour cette nouvelle rencontre consacrée donc à ce livre de Ruth. Nous arrivons maintenant au chapitre 3. On a la fois passée évoqué le chapitre 2 qui avait pour cadre le chant de Bose, où on voyait Ruth aller glaner. Donc, c'était à son initiative et pas à l'initiative de Noémie qu'elle allait faire ce travail-là. Et elle va rencontrer donc sur cette aire, c'est pas sur cette aire, sur ce champ, donc Bose qui s'interroge à qui est cette femme. Donc, ayez bien ça à l'esprit parce qu'on va voir que il y a un certain nombre de parallélismes entre le chapitre 2 et le chapitre 3. Ça avait commencé, vous vous en souvenez peut-être, auprès de Noémie. Ça se passait sur le champ. Et puis, elle retournait chez Noémie et elle lui partageait ce qu'elle avait récolté, ce qu'elle avait glané. Et elle découvrait à ce moment-là, Ruth découvrait à ce moment-là quelle était l'identité de, de ce Bose qui se révèle être un proche parent, un Goël. Donc, vous aviez tout se passait sur le champ. Eh bien, là, on va avoir un chapitre où tout se passe, là aussi, sur un lieu public, qui est l'aire à Vannes. Donc, l'orge est rassemblée. Ce que vous voyez bien sur votre dossier, vous voyez assez nettement le, 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 le- le gros tas d'orge, voilà, qui est représenté. Et là aussi, la scène va être répartie en trois temps. Euh, on commence chez Noémie, par un échange entre Noémie et Ruth. Ensuite, l'épisode nocturne sur l'air à Vannes entre Ruth et Bose. Et puis, au final, eh bien, on retrouve Noémie, Ruth et Noémie à la fin. Donc, une construction vraiment parallèle, une construction assez similaire entre le chapitre 2 et le chapitre 3. Alors, on va commencer, comme on en a l'habitude, par lire le texte. Alors, je vais vous le lire dans une traduction peut-être plus littérale, mais vous avez sous les yeux donc le texte de la traduction de la Tob. Et donc, n'hésitez pas voilà, soyez attentifs peut-être à des différences de traduction par rapport à une traduction littérale, hein. Noémie, sa belle-mère, lui dit, ma fille, ne dois-je pas chercher un lieu de repos pour toi qui te rendra heureuse? Maintenant donc, Bose n'est-il pas notre parent dont tu as accompagné les jeunes servantes? Le voici qui vanne l'orge sur l'air cette nuit. Tu te laveras, tu te parfumeras et tu mettras ton manteau, tu descendras à l'air, ne te fais pas reconnaître, car l'homme jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger, jusqu'à ce que l'homme ait achevé de manger et de boire. Au moment du coucher, tu auras repéré l'endroit où il se couchera. Tu iras et tu te découvriras à l'endroit de ses pieds et tu te coucheras. Te découvrira, toi? Oui, il te dira, lui, tout ce que tu auras à faire. Et elle lui dit, tout ce que tu me dis, je le ferai. Elle descendit à l'air et fit exactement tout ce que lui avait ordonné sa belle-mère. Bose mangea et il but en son cœur et s'en trouva bien. Et il vint se coucher à l'extrémité du tas de grains. Et elle vint furtivement, découvrit l'endroit de ses pieds et se coucha. Or, au milieu de la nuit, l'homme tressaillit. Il se retourna, et voici une femme couchée à l'endroit de ses pieds. Et il dit, qui es-tu? Elle dit, je suis Ruth, ta servante. Étends sur ta servante le pan de ton manteau, car tu as droit de rachat. Et il dit, béni es-tu, fille de Yahvé, ma fille, tu as fait preuve de bonté, mieux encore la dernière fois que la première, en n'allant pas à la recherche des jeunes gens, pauvres ou riches. Et maintenant, ma fille, ne crains pas. Tout ce que tu diras, je le ferai pour toi, car tout mon peuple assemblé à la porte sait que tu es une femme de valeur. Mais voici,
S'il est vrai que oui, certainement, j'ai droit de rachat, il y a aussi un racheteur plus proche que moi. Passe ici la nuit et au matin, s'il te rachète, bien qu'il te rachète. Mais s'il ne désire pas te racheter, je te rachèterai moi par la vie de Yahvé. Reste couché jusqu'au matin. Et elle resta couchée à l'endroit de ses pieds jusqu'au matin et elle se leva avant qu'un homme n'en reconnaisse un autre. De son côté, il s'était dit, il ne faut pas qu'on sache que la femme est venue à l'air. Il dit, présente le châle que tu portes sur toi et tiens-le. Et elle le tint et il mesura 6 mesures d'orge qu'il chargea sur elle. Et elle revint à la ville. Elle arriva chez sa belle-mère qui dit, qui es-tu, ma fille? Et elle lui raconta tout ce que l'homme avait fait pour elle. Elle dit, il m'a donné ces 6 mesures d'orge, car il m'a dit, ne rentre pas les mains vides chez ta belle-mère. Celle-ci lui dit, demeure, ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment l'affaire aboutira, car l'homme n'aura de cesse de faire aboutir l'affaire aujourd'hui même. Voilà, donc une traduction très littérale, et vous voyez peut-être parfois des formulations un peu différentes de ce que vous avez dans la traduction, notamment sur, vous avez parfois des traductions d'emblée qui vont parler d'épouser, qui est peut-être un peu moins, voilà, le mot épouser n'est pas là spécifiquement. Alors c'est des termes un peu différents qui apparaissent puisque ça va évoquer plutôt le fait d'une aile euh, hein, étant le pan de ton manteau sur ta servante. Et donc, il peut avoir des significations diverses et variées qui peut effectivement signifier épouser. Il y a une dimension conjugale, mais ça n'est pas toujours nécessairement le cas. Enfin, on tâchera de regarder ça d'un petit peu plus près euh, au cours de notre rencontre. Alors, comme c'était le cas au chapitre 2, l'action est à l'initiative d'une femme, mais pas de la même. Autant au chapitre 2, tout était l'initiative de Ruth. euh, voilà, c'est Ruth la Moabite qui disait à Noémie, je voudrais bien aller au champ glaner des épis derrière quelqu'un qui me considérerait avec faveur. Elle répondit, va ma fille. Voilà, un peu blasé, n'y croyant pas trop. Enfin voilà, vas-y, mais c'était l'initiative de Ruth. Là, c'est Noémie qui, quelque part, va échafauder une espèce de stratagème. Alors, on va commencer par un peu repérer l'ensemble des parallélismes. Alors, si vous avez votre Bible, n'hésitez pas à regarder aussi avec le chapitre 2. C'est tout à fait intéressant. Donc, la construction, elle est tout à fait similaire. Le cadre, c'est un cadre différent. Vous aviez d'un côté donc le champ de Bose et là vous avez l'air Havané, euh, mais ils sont construits toujours en 3 moments. Le premier moment et le dernier sont des moments situés dans la maison de Noémie, voilà, l'endroit où vit Noémie, dans la ville de Bethléem, et ils ont la forme d'un dialogue entre Noémie et Ruth, que vous aviez au début du chapitre 2 à la fin du chapitre 2, et à nouveau chapitre 3, début et fin de ce chapitre. Le moment central dans ces deux récits, il a lieu ciel ouvert. Dans un cas, c'était le chant de Bose, et dans l'autre, donc, c'est l'air. Dans un cas, c'était diurne, de jour. Dans l'autre cas, c'est de nuit. Et vous aviez un moment pivot dans chacun de ces deux récits. Vous aviez le moment de midi avec le repas qui était évoqué dans le chapitre 2. Et puis, dans le chapitre 3, vous avez minuit, donc le milieu de la nuit. Vous voyez bien que c'est pas juste le fruit du hasard, c'est une construction délibérée. On a donc deux lieux qui sont publics, ouverts, mais très différents, parce que dans l'épisode du chant, vous avez évidemment les jeunes gens, les jeunes filles qui sont là et qui participent à la moisson. Euh, L'air Havané, alors c'est un lieu public, mais l'obscurité contribue à donner un caractère, disons, beaucoup plus intimiste
avec une atmosphère de secret, alors que ben, dans le chant, tout était parfaitement visible. Et donc, cette scène nocturne, elle va être marquée aussi par cette dimension cette atmosphère de secret, de mystère, voire d'érotisme, on le verra. Parce qu'il y a un certain nombre d'ambiguïtés dans le texte même, dans le texte même en particulier, dans le projet de Ruth, dans ce que Ruth va exprimer. Pas Ruth, que Noémie va exprimer, pardon. Voilà. Vous aviez, au fond, dans le champ de Beau, il y avait des questions un peu de rapport de sexe qui se posaient. Les garçons, là, il y avait ces figures un petit peu des jeunes gens qui apparaissaient un peu comme une menace pour Bose à certains égards. Enfin, en tout cas, la narration euh, semblait mettre un petit suspense en disant, mais est-ce que Ruth va choisir un jeune homme ou est-ce qu'elle va avoir malgré tout du goût pour le vieux Bose? C'est un peu ça. Euh, donc on était dans quelque chose de public où on était beaucoup plus sur le rapport de sexe, rapport de génération, les jeunes, les vieux, et puis la question de l'échiquier social parce qu'on avait une étrangère qui était là. Comment on accueille une étrangère? Bon. Là, l'air, on est dans un espace de, de rendez-vous, plus intimiste donc, imaginé par Noémie, mais qui va être vécu de manière un petit peu différente euh, par, euh, par Ruth. Alors, si on reprend à la fin du chapitre 2, qu'est-ce que... donc, il y avait eu cette rencontre entre Ruth et Bose dans le champ, et qui aboutissait à ce que, au final, euh, Bose manifestait une générosité un peu inattendue, mais qui est très, à la fois, mais en même temps très discrète, c'est-à-dire que il ne, il n'impressionnait pas par une générosité ostentatoire, mais il accomplissait un geste de bonté en invitant ou en donnant des consignes à ses serviteurs pour qu'elles glanent beaucoup à proximité des moissonneurs. Donc, elle repartait avec une quantité considérable d'orge. 40 litres d'orge, voilà. Donc, qui suscitait l'impression de sa belle-mère, mais on en restait là. On apprenait, élément nouveau, que euh, Bose était un proche, un Goël, un racheteur. Euh, Et donc, on en restait au verset 23. Elle s'attacha donc aux domestiques de Bose pour glaner jusqu'à l'achèvement de la moisson de l'orge, puis de la moisson du blé. Elle demeurait avec sa belle-mère. Elle demeurait avec sa belle-mère. Dans l'idée de demeurer, ben, c'est-à-dire que voilà, il y a eu de la générosité, mais enfin, euh, le- le- l'intrigue s'est en quelque sorte arrêtée. Ben, elle reste toujours chez sa belle-mère par rapport au projet qui pouvait être un peu différent. Les choses n'ont pas bougé. Donc, la nuit sur l'air, étape nouvelle, on repart de cette situation-là. Les choses étaient apparemment au point mort. Et là, c'est Noémie qui, à la différence du chapitre 2, va faire preuve d'initiative. C'est elle elle a compris qu'on avait approché d'une solution avec l'irruption de Goël, le racheteur, qui pourrait donner une solution à la précarité économique, mais aussi sociale de Ruth et de Noémie. Alors, le personnage de Noémie qu'on avait connu, souvenez-vous, elle se définissait elle-même comme Rekem, c'est-à-dire vide, démunie. Hein, riche, je suis parti, démuni, je suis rentré. On la voyait au début du chapitre 2. Va ma fille. Hein. Quand Ruth prend l'initiative d'y aller, ben vas-y, mais bon, j'y crois. Enfin, ça semblait un peu découragé, quoi. On la sentait déprimée, on va dire ça comme ça. Et là, paradoxalement, c'est elle qui cherche à relancer les choses et qui devient instigatrice de l'action. Et donc, elle va exprimer le souhait de manière par une interrogation négative. Ma fille, ne dois-je pas chercher un lieu de repos pour toi qui te rendra heureuse? Donc, un état qui te rend heureuse.
Souvenez-vous, peut-être au chapitre 1, c'était déjà ce que Noémie disait à ses belles-filles. Euh, que le Seigneur vous donne de trouver un état chacune chez son mari. Un état. On retrouvait cette formule que vous avez ici aussi, mais qui est un repos auprès de d'un mari. Mais, mais la différence, vous voyez bien que au début du récit, elle confiait à Dieu ce soin, et désormais, elle se l'attribue à elle. Ne dois-je pas chercher un lieu de repos pour toi qui te rendra heureuse? Avant, elle disait, enfin, elle s'investissait pas du tout personnellement là-dedans, mais elle adressait la demande à Dieu que le Seigneur vous donne de trouver un état chacune chez son mari. Et là, elle a décidé de le faire elle-même. Donc, elle prend en charge elle-même ce qu'elle confiait alors à Dieu. Alors, il y a une autre chose qui est amusante dans le verset 2. Euh, et maintenant, n'est-il pas notre parent, ce Bose avec les domestiques de qui tu as été? Alors, qu'est-ce qui vous frappe? N'est-il pas, alors elle devrait dire en toute rigueur, n'est-elle pas mon parent? Elle dit notre parent. Mais c'est sa belle-fille. Mais sa belle-fille, certes, mais jusqu'à présent, elle n'avait pas, par exemple, au moment de l'arrivée à Bethléem, il ne nous a rien dit d'une forme de présentation de Ruth à Bethléem. Euh, Elle est arrivée, mais enfin, elle n'a pas présenté Ruth à la ville. Euh, donc, il y a là aussi quelque chose peut-être de... On voit qu'il y a, il y a un passage au nous. Euh, je vous lis ce qu'écrit Jean-Pierre Sonnet. Euh, Au moment de son arrivée à Bethléem, Noémie n'avait même pas présenté Ruth, ignorant la source d'espérance qu'elle était à ses côtés. Elle en est enfin consciente au point de développer le nous commun, apparu un petit peu plus tôt à la fin du chapitre 2. Bose, notre parent, dit-elle. Noémie a manifestement un plan et la curiosité du lecteur est donc mobilisée dans ce qui va suivre. Et donc, évidemment, dans ce verset 2, elle rappelle ce qui s'est passé, hein. Tu as accompagné les jeunes servantes pour glaner. Et le voici, Bose, qui vanne l'orge sur l'air cette nuit. Et donc, le plan de Noémie va être représenté de manière assez lapidaire au verset 3. Lave-toi donc, parfume-toi, mets ton manteau et descends sur l'air. Voilà, on a Un impératif. des impératifs avec trois actions préliminaires avant de descendre sur l'air. C'est se laver, se parfumer, se revêtir d'un manteau. Donc ça, c'est une... bon, euh, ouais, c'est de toute époque sans doute, mais je pense que les jeunes filles et les jeunes garçons font la même chose avant de sortir en boîte. Euh, de, et de faire pécho, voilà, c'est ça. Donc, et c'est évidemment une séquence qui est assez largement conjugale ou matrimoniale. Hein. Le laver, se parfumer, se revêtir d'un manteau, le manteau, ça évoque aussi évidemment pour beaucoup le voile de la mariée. Enfin, il y a dans le monde grec, dans les cités grecques, c'est la femme mariée revêtait un voile, revêtait un manteau sur sa tête. Donc c'est le passage à un statut un petit peu autre. Donc c'est quelque chose qu'on va trouver dans toute l'Antiquité et notamment et dans la Bible et dans l'Orient ancien. Donc en d'autres mots, on pourrait dire que Noémie transforme Ruth en fiancée apprêtée pour la nuit de noces. Donc il s'agira pour Ruth de se rendre donc à l'Air Havanais. L'endroit est public, même au coucher du soleil. Donc, mais c'est moins, comment dire, risqué, enfin pas risqué, ou compromettant que d'aller par exemple directement dans la maison de Bose. Bon, d'abord il n'y est pas,
Mais aller dans la maison d'un homme, c'est pas la même chose que de le rencontrer dans un espace qui est un espace public. Euh, et donc, quel est le projet de Noémie à ce moment-là? La prudence. Alors, mais ne te fais pas connaître de cet homme jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Quand il se couchera, tu sauras, tu connaîtras le lieu où il se couche. Arrive, découvre ses pieds et couche-toi. Lui t'indiquera ce que tu auras à faire. Alors, qu'est-ce que vous comprenez de cette histoire? Je pense qu'à l'époque, c'était une coutume et que une future mariée commençait peut-être, on lui conseillait d'aller se coucher aux pieds de son futur mari Alors, et d'accomplir certains rites. oui. Mais autrement, je trouve que oui, Noémie est une femme exceptionnellement douée, rusée, et surtout, elle sait ce qu'elle veut et elle y parvient parce qu'elle donne des conseils qui sont très judicieux. Alors, on va voir, on va voir, on va voir ce qu'il en est. Euh, alors, elle a clairement un projet mais qui est un petit peu ambigu. Parce qu'il s'agit, de quoi s'agit-il? Donc, ne te fais pas connaître de cet homme. Donc, il s'agit d'être discret, mais dans cette pénombre, dans cette espèce d'obscurité. Et ne te fais pas connaître de lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Donc, la perspective, c'est quoi? C'est qu'il soit au fond un petit peu éméché. Un petit peu éméché, parce que les moissons sont toujours un moment un petit peu festif. Donc, on attend un moment d'ébriété, de pause, euh, où il sera. Ah, mais c'est pas forcément toujours des choses magnifiques hein, dans la Bible. Donc, où il sera peut-être, où Bose aura peut-être un peu moins le sens des convenances, vous voyez, enfin, il sera. euh, voilà, il y a un repas bien arrosé, comme toujours dans les soirées, enfin les soirs de moisson, de vendange, hein, c'est classique. Et donc, ben, ce serait pas prudent de se faire reconnaître avant. Et puis si elle va se coucher n'importe où, elle risque, lui peut aller se coucher ailleurs après. Donc il vaut mieux qu'elle Eh ben, attende que lui soit et puis fait. il faut qu'elle voie où est-ce qu'il va se coucher. Voilà. Alors, alors c'est là qu'il il y a le texte est très subtil parce que vous avez une grande ambiguïté. Dans le sens des mots. C'est-à-dire que ce que dit Noémie peut être compris de manière très différente. Ça peut être aussi bien quelque chose d'assez neutre que quelque chose de très connoté sexuellement. Alors, en tout cas, voilà, l'important dans le projet de Noémie, c'est de prendre Bose par surprise au moment de bien-être qui suit une journée de travail en plein air, qui s'éclot par un repas bien arrosé. Voilà. Et se faire reconnaître avant cette phase de légère ébriété serait compromettre l'ensemble du plan. Parce que, bah oui, le risque, c'est que Bose, dans sa raison, dans la pleine maîtrise de sa raison, s'interdirait tout commerce charnel avec une femme avec laquelle il n'est pas marié, si vous voulez. Donc, il y a là quelque chose de... voilà, c'est très pensé. Euh, et après, il y a l'ambiguïté des mots qui sont utilisés. Donc, ça, c'est la fin du verset 3. Jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger, de boire. Quand il se couchera, tu connaîtras le lieu où il se couche. Donc, il s'agit aussi, bah oui, il ne s'agit pas de s'asseoir à côté de quelqu'un d'autre, hein. Enfin, l'objectif, c'est bien d'organiser quelque chose avec Bose. Mais alors, on n'a pas la même traduction. Moi, je découvre ses pieds et toi, Alors, tu le découvriras. Tu te découvriras. oui, alors je ne sais pas si au moins que c'est une erreur je vais lire. Tu découvriras ses pieds. Tu te découvriras à l'endroit de ses pieds. Ah, oui. Tu Voilà. tu vas se découvrir, alors que dans les deux Donc, autres il doit enlever son traductions, manteau.
c'est des autres de traduction, elle devrait découvrir juste les pieds Alors, de oui, mais Jésus. non, je pense que c'est une erreur oui, je pense que c'est une erreur comme une erreur de correction, je pense. Oui, ça doit être dans ce que je vous ai lu. C'est bien. Tu le découvriras à l'endroit de ses pieds. C'est bien ça. Mais là, il y a écrit, ça a été mal. Je pense que c'est une erreur de relecture. Si, va découvrir ses pieds. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, je fais amende honorable. Je corrige la traduction qui était. Alors, je vous lis la traduction. Oui, mais t'inquiète pas, il y a quand même du croustillant. Pas d'inquiétude. Euh, Mais je pense, moi, je continue de penser qu'à cette époque-là, c'était pas quelque chose d'exceptionnel. Je pense que c'est la coutume qui, je, oui, c'est la manière de procéder alors, pour aboutir éventuellement au mariage. Alors, on trouve un certain nombre de passages euh, dans la Genèse en particulier, de figures féminines Ah qui oui? usent de subterfuges un peu comme celui-ci. Euh, alors, alors, vous avez Tamar. Vous avez effectivement Tamar qui va donc obtenir un enfant de son beau-père par ce biais-là, en se faisant passer pour une prostituée. En Euh, prenant en gage sa case. C'est ça. Et donc, oui, je sais plus enfin, un objet qui lui a donné en gage. Et donc, par lequel elle se fera reconnaître de son beau-père qui ne voulait pas. Mais le contexte, pensez bien aussi, c'était le contexte justement du Lévirat. Donc, elle a obtenu, enfin, finalement, elle a contraint son beau-père à lui donner ce que la loi lui aurait donné, devait lui donner, quoi, à savoir un fils. Alors, découvrir l'endroit de ses pieds, c'est quelque chose de tout à fait qui peut être ambigu. Les deux termes sont chargés d'ambiguïté et le double entendre prend le dessus. Le substantif, donc margelote, traduit par endroit de ses pieds, dérive d'un mot qui signifie pied et qui désigne sans doute les membres du corps en question ou encore l'endroit du sol sur lequel il repose. Donc, c'est l'endroit où sont ses pieds. Prendre son pied, hein. Là, oui, mais là, on va essayer d'avancer, Gabriel. Euh, et donc, en priant Ruth de découvrir les marguelotes, l'endroit des pieds, euh, ben Noémie peut donc simplement lui demander de dégager un espace au pied de l'homme allongé pour s'y coucher. Ça, c'est le sens obvi, le premier sens. Mais la même phrase peut aussi avoir un sens tout à fait érotique. Euh, le substantif pied, et dans certains cas, dans la Bible, on trouve des cas où c'est un euphémisme pour désigner les organes génitaux de l'homme. Exode 4, 25, Isaïe 6, 2 et Isaïe 7, 20. Euh, donc, dans les instructions que Noémie va donner à Ruth, il y a aussi le verbe découvrir. Oui. Euh, et dans l'usage de ce verbe, on peut aussi trouver parfois une connotation sexuelle. C'est découvrir la nudité. Et découvrir la nudité, c'est exposer les parties intimes, ou même avoir des relations sexuelles illicites. Il y a un certain nombre d'exemples de ce type dans le Lévitique chapitre 18, versets 6 à 19. Donc, c'est pas quelque chose c'est pas quelque chose de si simple que ça. C'est-à-dire que dans la proposition que Noémie semble faire, euh, voilà, ces propositions sont traversées d'un double sens. Ça peut être juste simplement se coucher à ses pieds, voilà, dégager enfin, à l'endroit où sont ses pieds, de se mettre simplement, ou il peut y avoir une dimension, une connotation sexuelle. C'est vrai d'autant plus que le verbe se coucher, hein, et découvre ses pieds, et là, couche-toi, se coucher, associé tant à Bose qu'à Ruth, hein, juste on avait aussi le lieu où il se couche.
Quand il est accompagné d'une préposition avec, évidemment, ça a le sens d'un rapport sexuel. Euh, et donc, là, c'est utilisé dans un sens réflexif, hein. Se coucher, il se couche, tu te coucheras. Euh, mais voilà, il y a quand même l'idée de se mettre côte à côte. On va mettre, ils vont se coucher côte à côte. Alors, il n'y a pas le avec, il n'y est pas, mais il y a quand même une certaine ambiguïté. Noémie ne va pas plus loin, euh, et en lui disant que Bose prendra la relève. Enfin, il te dira, lui, tout ce que tu auras à faire. Il prendra les choses en main. Donc, il y a une vraie ambiguïté dans le propos. Euh, donc, si on lit les instructions de Noémie à sa belle-fille avec l'ambiguïté, ben, on comprend l'astuce. Qu'est-ce que Noémie cherche à faire? Il s'agit d'abuser de Bose à un moment où il ne sera plus sur ses gardes sous l'effet de la boisson, du repas et de la fatigue du jour. L'offre érotique d'une jeune femme disponible fera le reste. Alors c'est là qu'il est bon d'avoir un peu de mémoire, parce que des épisodes de ce type, on en connaît. On en connaît d'abord, ça a été évoqué avec Tamar, qui, avec son beau-père, va, va obtenir un enfant qu'elle ne pouvait pas avoir, parce que justement son beau-père refusait de lui faire épouser les frères de son mari défunt. Mais vous avez un autre exemple. Léa et Rebecca. Pardon? Léa et Rebecca, non? Non. Les filles de Lot. Les filles de Lot qui vont profiter, qui vont enivrer leur père, et après avoir enivré leur père, donc elles vont avoir des rapports sexuels avec lui et avoir des enfants. Or, qu'est-ce que alors, euh, non, Noé, il est ivre et il se retrouve nu. Et les filles vont cacher sa nudité. Enfin, l'un va dire, ah, notre père, voilà, il va le montrer du doigt, alors que les autres vont cacher la nudité du père. Mais ce qui est intéressant, c'est l'épisode des filles de Lot. Donc, c'est Genèse 19, 30 à 38. Alors, je vais vous le lire. Il faut dire que l'autre hiver, il avait dit à des étrangers, ne cambriolez pas la maison, les étrangers, prenez des Prenez filles. mes filles. Non, non, mais voilà, enfin, les mœurs de l'époque ne sont pas les nôtres, on est d'accord. Dieu merci. Donc, verset 30 à 31. Lot monta de Soar pour loger à la montagne et ses deux filles l'accompagnaient. Il craignait en effet d'habiter Soar et il logea dans une caverne, lui et ses deux filles. L'aînée dit à la cadette, notre père est vieux et il n'y a pas d'homme dans le pays pour venir à nous selon la coutume du pays tout entier. Allons, faisons boire du vin à notre père et nous coucherons avec lui pour donner vie à une descendance issue de notre père. Elles firent boire du vin à leur père cette nuit-là et l'aînée vint coucher avec son père qui n'eut conscience ni de son coucher ni de son lever. Donc, il était complètement rond, si vous voulez. Or, le lendemain, l'aîné dit à la cadette, vois, j'ai couché la nuit dernière avec mon père, faisons-lui boire du vin cette nuit encore, et tu as... Bon, voilà. Vous avez tout cet épisode. Et c'est la finale qui est intéressante. Les deux filles de Lot devinrent enceintes de leur père. L'aînée donna naissance à un fils qu'elle appela Moab. C'est le père des Moabites d'aujourd'hui. Or, Ruth, la Moabite, voilà. Donc, quelque part, Noémie renvoie Ruth à la maison de sa mère. Souvenez-vous, au début, elle voulait absolument elle encourageait ses belles-filles à s'en aller. Et c'était aller retourner chacune chez sa mère. Or, la mère des Moabites, c'est la fille, c'est l'aîné c'est l'aîné des filles de Lot. Donc, la mère, ça renvoie aussi, quelque part, c'est non seulement au chapitre 1, Noémie renvoyait sa belle-fille euh, à la maison géographique de sa mère, et là, c'est une manière un peu symbolique.
de renvoyer à sa mère ou à à l'inceste originel des Moabites. Mais à la même ruse. Donc il y a un peu cette idée-là. Il s'agit, écrit André Hénin, de copier les filles de Lot, mettant à profit l'inconscience de leur père. Et donc, il s'agit, Noémie incite Ruth à rééditer la stratégie de ses ancêtres qui réduisirent leur partenaire masculin, leur père en l'occurrence, à une fonction sexuelle et reproductrice. En lui soufflant de jouer la Moabite, Noémie renvoie une seconde fois Ruth à la maison de sa mère, dans un sens là, mimétique. Alors, toute la question sera de savoir comment Ruth mettra ça en œuvre, les instructions de sa belle-mère. Est-ce qu'elle va faire ce que sa belle-mère lui dit? Parce qu'au fond, dans ce que lui dit sa belle-mère, il y a une vraie ambiguïté. Euh, puisque c'est un peu, c'est pas la enfin, c'était pas aller jusqu'à la prostituée, mais il y a une vraie ambiguïté, quoi. C'est pas, c'est a priori pas tout à fait. Son manteau, il faut bien que lui mette son manteau sur elle, hein, ou autre chose, quoi. Elle est pas froid. Ouais, bon, en tout cas, il y a une. Alors, il y a autre chose qui est assez amusant et auquel il est. Alors, on ne le sait pas comme ça, mais vous savez que, enfin, vous savez, vous ne savez pas que le texte hébraïque, il est fait de consonnes, mais il a été vocalisé que dans ce qu'on appelle le texte massorétique, où on a rajouté les voyelles. Euh, et donc, parfois, il y a une distinction. Enfin, il y a, il y a différentes possibilités et ce qui a été retenu est parfois contesté. Donc, on va rajouter on va rajouter d'autres voyelles au-dessus pour donner un autre sens. Et là, par exemple, vous avez quelque chose de cet ordre. C'est que quand il est dit tu te feras connaître, euh, quand il se couchera, tu connaîtras le lieu où il se couche, voilà, arrive, découvre ses pieds et couche-toi. Les termes qui sont utilisés là, curieusement, donc c'est tu, là c'est enfin, c'est la seconde personne du singulier. Mais en fait, euh, dans la version, disons que le texte tel qu'il est écrit, avant la correction, euh, le texte écrit utilise la première personne du singulier, donc je descendrai. Donc or c'est Noémie qui parle. Vous voyez un peu le problème, non? Alors, c'est d'un point de vue psychanalytique, c'est assez intéressant. Ça pourrait être intéressant. Alors, je vous lis ce qu'écrit André Hénin. Euh, voilà. Les deux verbes encadrant la série des déplacements que Ruth est invitée à faire, descendre et se coucher, présentent une particularité dans le texte massorétique. Le verbe est écrit à la première personne du singulier, donc kétif, donc c'est la version écrite, mais les massorètes conseillent de le lire à la deuxième personne, kéré. Donc c'est le lu, comment il faut lire. Voilà. Mon intuition est celle-ci. Le kétif, donc la forme écrite, donc je descendrai, euh, et je me coucherai, parce que c'est écrit comme ça, serait la trace littéraire d'un lapsus qui trahit le désir de Noémie d'être à la place de Ruth, couchée au pied de Bose dans l'espoir d'un fils, ou peut-être d'accompagner sa bru pour s'assurer que le plan se déroule comme prévu. Bon. Alors, on y pense, on pense ce qu'on veut, mais c'est pas inintéressant quand on songe à ce que Noémie disait au tout début du livre. Elle disait ça un mode un peu humoristique sur le fait que si elle trouvait un mari, elle ne pourrait pas avoir d'enfant avant longtemps. Euh, Qu'est-ce qu'elle disait? Euh, voilà. Pourquoi iriez-vous avec moi? Ai-je encore des fils dans mon ventre qui deviendraient vos maris? Retournez mes filles, allez, car je suis trop vieille pour appartenir à un homme. Et même si je disais, j'ai de l'espoir, oui, j'appartiendrai cette nuit à un homme, oui, j'enfanterai des fils. Donc, c'est-à-dire que il y a quand même ce désir
qui est assez traditionnel dans ces sociétés-là, c'est l'importance d'avoir une descendance. Elle n'a plus de descendance, et donc c'est quelque chose qui lui... Donc, elle s'engage elle-même. Et pensez à autre chose, alors on prend un peu d'avance sur la fin. Les femmes de Bethléem, qu'est-ce qu'elles diront quand Ruth sera enceinte? Elles diront, elles, euh, elles chanteront, euh, elles la chanteront. Voilà, ta belle-fille qui t'aime l'a enfantée, elle vaut mieux pour toi que cette fils. Alors Naomi prit l'enfant et le mit sur sa poitrine. Les voisines proclamèrent un nom pour lui en disant, un fils est né à Noémie. C'est ce qu'elle cherchait. Donc, l'idée que ce soit quelque part l'inconscient de Noémie qui parle dans la trace, dans le kétiv, donc dans la vocalisation traditionnelle, mais qui est un peu récusée dans le kéré, eh ben, c'est quelque chose, je trouve, d'intéressant de voir comment le narrateur, enfin, vous voyez qu'on n'est pas dans un récit. Un conte de fées, lisse et tout. Il y a plein d'aspérités et ce sont ces aspérités qui sont vraiment intéressantes parce que c'est la trace d'un désir qui va au-delà. Voilà. Et donc, quelque part, elle est encore à ce moment-là dans une perspective un petit peu enfin, d'instrumentaliser sa belle-fille pour lui permettre, elle, d'avoir un enfant. Mais ce qui est premier, c'est moins en fait, le repos encore de sa belle-fille, il y a une ambiguïté là-dessus, que le fait qu'elle puisse lui donner un fils. Ça fait un peu mère porteuse. Oui, oui, on est un peu dans ces thématiques-là, c'est vrai. Mais je pense que c'est même pas conscient. Moi, je crois que Noémie, elle a parfaitement conscience de cela. D'après ce qu'on lit, c'est pas une petite Ben, oui et non, c'est-à-dire que, alors, elle en est consciente, mais moi, je pense que, parce qu'elle disait, euh, tellement précise que si c'était de l'inconscient, et ça même aurait- si je disais, j'ai de l'espoir, oui, j'appartiendrai cette nuit à un homme, oui, j'enfanterai des fils, est-ce que pour autant vous attendriez qu'ils aient grandi? Est-ce que pour autant vous vous abstiendriez d'appartenir à un homme? Voilà. Donc, c'est-à-dire que, elle, comme si elle y renonçait, elle dit, oui, mais j'ai pas d'espoir, enfin, il faut pas avoir d'espoir, c'est pas possible. Et en même temps, dans le stratagème qu'elle invente, enfin, ou dans le lapsus qu'elle fait, elle dit son désir, elle, d'avoir une il y descendance. a le Oui, à la fin, mais ça, c'est à la fin. Voilà. Enfin bon, vous en faites ce que vous voulez. Mais pourquoi dire je? Ben, la logique, c'est bien de dire, elle lui dit ce qu'elle doit faire. Bon. Pourquoi dire je? précise que je pense qu'elle Mais sait parce bien que ce dans le qu'elle droit veut. de rachat, c'est elle qui est en première ligne, Noémie. Ben, logiquement, ça devrait être ça, mais là, on voit qu'il y a une pratique. Peut-être qu'elle est plus en âge non plus d'avoir un enfant. Ben, Et donc, c'était ce qu'elle disait au chapitre 1. Elle disait que c'était pas un certain, même si j'avais l'espoir. c'est avoir un fils par procuration. Oui, 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 c'est un peu ça. Alors, tout en étant, parce que ça correspond tout à fait à la logique du lévirat, où finalement, c'est le frère du défunt ou un proche, voilà, qui va assurer la descendance de son frère à l'épouse de son frère. Mais c'est vrai, l'âge de Noémie est compensé par cet enfant de Ruth. Hmm. Voilà donc comment on se... Donc il y avait l'incertitude sur la manière dont Ruth allait maintenant mettre en œuvre le projet de Noémie, avec son ambiguïté. Tout Alors, ne peut pas être prostituée et pour c'est-à-dire que il y a une vraie ambiguïté dans ce qu'elle dit. Ça peut être compris comme une invitation à une forme de relation, enfin une relation intime extra-conjugale, on va dire. Euh, et puis ça peut être quelque chose de tout à fait euh, factuel et anodin, c'est-à-dire mais tu te couches au pied voilà, et ça s'arrête là. Enfin, ça va pas plus loin. Il te dira ce que tu devras faire, hein, mais on pourrait en faire une lecture tout à fait au mot à mot, voilà. Et puis quand on voit une lecture plus connotée, donc il y a cette ambiguïté qui est là présente.
Mais elle connaît bien la masculine aussi, parce qu'elle dit le jour ne se passera pas ou quelque chose comme ça avant qu'il conclue. Mais ça, c'est à la fin qu'elle le Oui, dit. déjà d'avance sur sa folie, quoi. Non, mais ça, c'est à partir de... Ça, je pense qu'il y a d'autres éléments, puisque Ruth va raconter à sa belle-mère ensuite ce qui s'est passé. Mais n'anticipons pas. Et puis, il y a à nouveau des mesures, des mesures d'orge qui sont aussi... enfin, je pense qu'il il faut pas anticiper. Donc, donc, on était au verset 5. Elle lui dit, je ferai tout ce que tu m'as dit. Alors, voilà. Alors, ça vous rappelle quelque chose, cette formule-là aussi? Faites tout ce qu'il vous dira. Oui, alors là, on est dans les références néo-testamentaires. Euh, mais et il y a aussi une autre formule, non? Dans le livre de l'Exode, on a cette formule. Tout ce que Yahvé, tout ce que dit Yahvé, nous le ferons. Donc, c'est aussi un modèle de fidélité. Elle apparaît comme euh, Fidélité intéressée quand même, hein. ben, je sais pas, hein. Je sais pas si c'est. Mais on voit c'est cette même obstination. Enfin, enfin, il y a une forme de fidélité. Elle manifeste une fidélité à Noémie qu'elle avait déjà manifestée au chapitre 1 quand elle disait, oui, et ben, elle dit je ferai tout ce que tu m'as dit. Enfin, elle est dans une espèce de. Elle apparaît comme dans une espèce d'obéissance aveugle. Mais après, toute la question sera qu'est-ce qu'elle a compris et comment elle va et comment elle va le mettre en œuvre. Comment elle va le mettre en œuvre. En tout cas, vous voyez un petit peu ces références vétérotestamentaires qui sont intéressantes parce que quelque part, on voyait que Ruth est renvoyée à la maison de sa mère et au comportement un petit peu enfin, oui, enfin, contestable, on va dire, des filles de Lot. Mais en même temps, toujours avec ce souci, comme pour Tamar autrement, par des voies détournées d'obtenir une descendance. Voilà, ce qu'elle Disons, veut. c'est tellement important qu'on n'ose même pas penser que. On dit qu'elle est généreuse et bonne, parce que justement, elle veut un enfant, un parent, etc. Donc, il y a même plus d'ambiguïté sur ce rôle pour être négatif, quoi, Mm. après. Puisqu'on dit, je crois que c'est Baudelaire qui dit que généreuse et Oui, mais ça, chaque chose en son temps. Il faut être dans la logique de la narration. Les choses se font étape par étape et c'est important de situer, ben, nous comme narrateurs, enfin, qu'est-ce que le narrateur nous dit? Qu'est-ce que nous, comme auditeurs, on comprend de ça? Qu'est-ce que les différents personnages ont comme connaissance de ce qui s'est passé? Et il y a parfois un décalage entre la connaissance que les personnages ont des choses et ce que nous, comme lecteurs, auditeurs, nous savons. Donc, il faut se laisser guider et voir les effets du texte sur nous. Euh, alors, juste, on peut reprendre, il y a un encadré à la page 3 qui n'est pas inintéressant, et qui dit aussi, voilà, qui évoque un petit peu l'ambiguïté, le risque de la démarche. Alors, ça évoque l'initiative des femmes. Dans ce troisième chapitre, ce sont les femmes qui prennent l'initiative de faire avancer l'histoire, donc Noémie avec sa stratégie, là. Boaz s'est montré généreux envers Ruth, mais n'a pris aucune décision. Effectivement, on avait le verset 23, chapitre 2, enfin, Ruth demeurait chez sa belle-mère. Voilà. Donc ça n'a pas conclu, si vous voulez, de ce côté-là. Aussi, Noémie, qui pense au bien de Ruth, prend-elle l'initiative? Alors ça, c'est l'interprétation d'André Lacocque. Elle a mûri un plan qui peut paraître ambigu. Elle suggère à Ruth de se glisser la nuit auprès de Bose. La démarche est risquée, car Ruth peut y perdre sa réputation. Or, il ne s'agit pas pour Ruth de se prostituer, ni pour Noémie de jouer les entremetteuses, mais de prendre la direction des événements qui doivent aboutir à la continuation de la lignée d'Elimelech. Si Naomi demande à sa belle-fille de s'en remettre aux directives de Bose, il te dira quoi faire, c'est-à-dire dans quelle direction les événements vont évoluer. C'est plutôt Ruth qui dictera à Bose ce qu'il doit faire avec succès. Ça, effectivement, on verra. Il y a une forme d'ironie aussi du narrateur par rapport à ça, et par rapport au projet qui était celui de Noémie. Donc venons-en maintenant à la deuxième partie de ce chapitre, qui est la scène sur l'air Avanée. On arrive sur l'air Avanée. Elle descendit donc sur l'air et fit tout à fait comme le lui avait commandé sa belle-mère.
Alors là, il y a sans doute aussi une forme d'ironie, parce qu'il y a un renchérissement. Donc, on a vu au verset 5, je ferai tout ce que tu m'as dit. Et le narrateur ajoute, elle fit tout à fait comme le lui avait commandé sa belle-mère. Alors, c'est dans le tout à fait. Alors, euh, elle fit exactement tout ce que sa belle-mère lui avait ordonné. Alors, il y a plein de débats que je vais pas vous reprendre, enfin, exégétique. Il y a une forme de redoublement. Donc, on parle de la formule colasser à que. Donc, c'est voilà, le que qui se rajoute, hein, une forme de redoublement qui est traduit par exactement ou complètement ou tout à fait comme le lui avait commandé sa belle-mère. Euh, et donc, ce que ça peut laisser à entendre, c'est que Ruth mettra en œuvre le plan de Noémie exactement comme il a été formulé. Elle l'appliquera stricto sensu, c'est-à-dire dans le sens littéral, littéral euh, des instructions, sans tenir compte du sens des connotations, de l'ambiguïté du texte. Et effectivement, c'est ce qu'on va observer tout à l'heure. C'est-à-dire ainsi que le comprendra progressivement le lecteur en l'abstrayant de toutes les connotations sexuelles que Noémie y a inscrites. À l'ironie de l'instigatrice répond l'ironie du narrateur. Donc il se joue un petit peu, il moque un peu euh, la, la- l'instigatrice Noémie. Et puis en même temps, ben, il amuse parce qu'il donne connaissance comme narrateur omniscient. euh, il, il donne des informations au lecteur, à l'auditeur, que voilà. En fait, enfin, le piège ou ce qu'avait imaginé, ça va se passer, mais très exactement comme elle avait pensé, pas avec les sous-entendus qu'elle avait pu mettre. Alors, ensuite, donc, le narrateur nous apprend que bah, tout se passe comme Noémie avait prévu, hein. Bose mangea et but, et son cœur fut heureux, et il vint se coucher au bord du tas. Alors, il n'est pas dit qu'il est ivre, hein, donc il a bien bu, mais il y a quelque chose de... Il se trouve d'humeur réjouie, son cœur s'en trouva bien. Donc, a priori, à la différence, souvenez-vous, je vous disais, je vous lisais tout à l'heure la situation de Lot. Euh, Lot, il était quand même dans un état un peu haut, hein. Euh, voilà. Et l'aîné vint coucher avec son père, qui n'eut conscience ni de son coucher ni de son lever. Donc, il était complètement. Mais évidemment, c'est ça qui est aussi en arrière-fond, hein. Mm. Euh, donc là, on n'est pas dans quelque chose d'une ivresse néfaste, si vous voulez, hein. Euh, il est bien, hein, voilà, il est bien, et il s'endort. Il s'endort près du tas d'orge, ce qui va aussi assurer la certaine privacy, l'intimité de cette scène sur l'air Havané. Donc, Ruth rejoint, elle a repéré où il était, elle le rejoint, Secret. et elle le fait furtivement, en secret. Et donc, en faisant tout pour ne pas être remarquée par des tiers, mais y compris aussi par Bose. C'est ça. Donc, c'est-à-dire ça veut dire qu'elle ne donne pas une interprétation, euh, donc, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas sienne l'interprétation qui pouvait être donnée des instructions de Noémie dans leur connotation sexuelle. Euh, elle se conforme au scénario dans son sens littéral, c'est ça. Et elle découvre alors l'endroit de ses pieds, c'est-à-dire un endroit à ses pieds, Mm. et elle s'y couche. Donc, ensuite, on a un enchaînement d'actions. Au milieu de la nuit. L'homme eut un frisson, il se pencha donc en avant. Voici qu'une femme était couchée à ses pieds. Donc, donc on comprend d'emblée qu'il ne l'a pas reconnu avant. Il ne savait pas qu'il y avait une femme à ses pieds. Donc, il y a ce tressaillement, et puis il fait un geste, euh, donc, euh, alors qu'on ne sait pas très bien traduire, mais qu'on peut imaginer. Alors, on imagine Beau se réveillant en sursaut, qui esquisse un geste qui lui fait toucher la femme allongée à ses pieds. Ici, lui, il se resserre. L'homme tressaille, il se resserre. C'est comme serrer deux S, deux R, quoi. Or, voici une femme couchée à ses pieds.
Oui, bah, un peu comme une espèce de réaction. Quand il y a quelqu'un qui vous touche, vous avez une réaction un petit peu de. Je comprends comme ça, hein. Qu'est-ce que c'est, quoi? Voilà. Et alors, ce qui est amusant, c'est que juste après, vous avez euh, voici qu'une femme était couchée à ses pieds. Donc, Wayne et voici. Le voici, on l'avait déjà évoqué dans les chapitres précédents. C'est un peu. Donc, il y a un côté soudain. Donc, c'est la perception immédiate qu'on a des choses. Et donc, on entre en quelque sorte dans la perception de Bose. On l'imagine. Voilà, c'est comme si vous étiez à la place de Bose. Et voici qu'une femme était couchée à ses pieds. Et voici. Donc il y a il découvre, il fait l'expérience. Voilà, il découvre. Qui es-tu? Donc voilà, donc juste quand même rappeler que donc, de ça, on peut quand même conclure la chose suivante, c'est que Ruth a rejoint Bose sur la pointe des pieds. Celui-ci était déjà endormi, enfoncé dans un sommeil profond, dont il n'émerge que maintenant. Donc, ça fait complètement, voilà, qui a fait échapper le cours des choses aux prévisions de Noémie, et voilà qui sans doute n'a pas déplu à Ruth. Donc, en fait, elle n'est pas entrée dans un scénario qui aurait un peu compromis enfin, qui aurait joué un rôle de. Elle est quand même demandeuse immédiatement. Étends ton aide sur ta servante. Oui, alors là, Elle lui dit pas, attends, je vais m'en aller derrière le buisson. Elle dit, étends ton aide sur moi. Donc, elle est directe quand oui, même. mais alors ça se fait que c'est dans un dialogue de vérité, c'est-à-dire elle ne provoque pas, enfin, provoquer, je ne sais pas si c'est le terme, mais enfin, elle ne suscite pas une relation sexuelle et puis qui en quelque sorte lierait les mains de Bose, mais ça va être dans un dialogue qui est un dialogue de vérité. Oui, mais avec l'impératif quand même. Elle lui dit quand Elle lui même, demande. Étends. Elle dit, Oui, pardon, je me suis couchée là parce que j'avais froid. Mais non, elle me dit, non, étends non. ton aide. Ah ben, elle fait une demande qui est claire. Oui, Ah, tu es un racheteur. là, le racheteur, ça vient après. Donc, qui es-tu? Donc, qui es-tu? Évidemment, vous vous souvenez de cette formule, ça rappelle quelque chose. Vous aviez au chapitre 2 dans la scène, dans le champ, voilà. De qui est cette jeune femme? Moi, qui est cette jeune femme? À qui appartient-elle? Donc, vous aviez déjà un peu cette question-là. Et donc, la réponse de Ruth, c'est moi, Ruth, ta servante. Alors, le mot servante, on l'a déjà vu apparaître. Or, qu'est-ce qu'elle disait au chapitre précédent, Ruth? Et au moins, la servante aussi, elle était écrite. Elle a dit quelque chose par rapport à la servante à Bose. L'adolescente est une novice, mais Voilà, c'est le verset 13. Considère-moi avec faveur, maître, puisque tu m'as consolé, puisque tu as établi avec ta servante une relation de confiance, et pourtant moi je ne serai pas comme une de tes servantes. Et là, elle dit servante. Sauf que c'est pas le même mot qu'elle utilise. Elle dit pas ni étrangère, Nocria, qui était son statut. Elle avait dit sifa. C'était un autre terme, donc qui désigne. euh, donc elle refuse ce terme-là et elle utilise un autre terme qui est le terme amma. mais domestique, il n'est pas ça. Oui, alors les deux mots peuvent avoir les mêmes sens, mais là, elle ne dit pas. Elle ne réutilise pas le terme qu'elle avait utilisé auparavant. Donc, alors, il y a quelque chose d'une. Alors, c'est quelque chose qu'on trouve souvent, hein, enfin, Sarah qui va parler à Abraham en parlant d'elle-même comme étant sa servante. Donc, le cas se présente. Donc, il y a sans doute un jeu de déférence à l'égard de Bose qui pourrait prendre la servante comme épouse ou concubine. Donc, si vous voulez, peut-être qu'il y a un peu cette idée de se démarquer quand elles disent je ne serai pas pour toi comme une servante. C'est peut-être le souci de se démarquer de ce qu'on appelait les amours ancillaires, hein, de ces, Abraham aussi. oui,
Abraham aussi avait pris sa servante, absolument. Non. Donc, c'est pas dans cette condition-là qu'elle veut être épousée ou Et puis prise. Marie qui dit, je suis la servante. Exactement. Voilà. Donc, c'est-à-dire que on peut, c'est à comprendre, on peut le comprendre. Voilà. Elle veut pas le terme de Sifa. Ama, pourquoi? Peut-être parce que elle veut bien être servante dans cette forme de déférence, mais pas sous le mode d'un amour ancillaire où on prend, on jette, quoi. Enfin, je résume, mais je vais un peu vite, mais c'est ça. Alors après, vient cette formule étonnante. Donc, alors, la traduction qu'on a dans la top, c'est épouse ta servante, car tu es racheteur. La formule littérale, c'est étends sur ta servante le pan de ton manteau parce que tu es Goël, parce que tu as droit de rachat. Alors, qu'est-ce que nous dit, euh, comment il s'appelle, dans ta traduction, tu as quoi? Moi, j'ai, étends ton aile sur ta servante, oui, tu es un racheteur. Il dit, tu es béni de Yahvé, Shuraki. Voilà. Alors, Alors, c'est vous- ton aile, mais ton aile ou je sais pas quoi, oui, c'est le manteau ou l'aile. Oui. alors c'est là qu'il y a l'aile, elle peut avoir, voilà, il y a différents sens qui peuvent être donnés. Je vous lis ce qu'écrit Jean-Pierre Sonnet. Donc, Ruth reformule donc dans une adresse directe à Bose ce que Noémie lui avait dit au terme de l'épisode du chant. Il est l'un de nos Goëls. Chapitre 2, verset 20. Dans sa phrase, Ruth associe l'élément juridique, l'être Goël, à un geste symbolique, celui d'étendre le pan de son manteau sur sa servante. Le terme pan du manteau traduit ici l'hébreu canap, elle. Il fait écho à une affirmation précédente de Bose, appelant sur Ruth la récompense du Dieu d'Israël sous les ailes de qui tu es venu t'abriter. Kenapaï. Donc vous avez, c'est à la fois l'idée de protection. Or le Goël, c'est lui qui donne la protection. Et c'est la protection que Dieu donne. Il couvre son peuple de son aile, et au sens d'une aile protectrice, comme une poule va couvrir ses poussins, etc. Mais elle est quand même très directive. Épouse ta servante, c'est aussi l'impératif. J'imagine ça maintenant, que tu vas dans un champ, avec un... Alors, là, Tu demandes épouse. alors c'est plus ambigu que ça, parce là, tu as la traduction de la tome qui dit épouse, mais c'est déjà un choix. La traduction, c'est littéralement étends sur ta servante le pan de ton manteau ou l'aile, ton aile, parce que tu es Goël. Or, donc, c'est une demande de protection. On peut l'entendre simplement dans le sens d'une protection. Tu as comme Goël, juridiquement, le Goël, c'est le protecteur. Donc, c'est celui qui, le racheteur, donc quelqu'un qui est, voilà, des dettes ou quelqu'un il va pouvoir racheter le terrain de son proche qui n'avait plus de terrain pour le lui redonner. Il va racheter son proche qui a été emmené en esclavage ou quelque chose. Donc, il y a cette espèce de droit de rachat. Donc, c'est une forme de protection simplement. Donc, il n'y a pas nécessairement une signification, une injonction à épouser. Mais c'est une demande de protection. On peut l'entendre simplement, protège-moi. Voilà, vous pouvez l'entendre simplement comme ça. Euh, dans ce vœu, dans le vœu que Bose avait employé quand il parlait au chapitre 2 donc de ce Dieu euh, sous la protection de qui tu es venu rechercher refuge, donc il y avait déjà quelque chose des ailes, donc c'était un pluriel que Bose utilisait, et donc qui est typique pour parler de la protection divine. Euh, Vous avez un psaume, psaume 17, on va le regarder. Sept verset 8. Garde-moi comme la pupille, la fille de l'œil. Cache-moi à l'ombre de tes ailes.
Voilà, donc là, c'est vraiment donc c'est la prière du psalmiste adressée à Dieu. Et donc, les ailes de protection. Donc, vous avez un certain nombre de cas comme ça. Et quand c'est au pluriel, c'est ce sens-là qui est Psaume 17, verset 8. 17. Le psaume 36, verset 8. Dieu, quelle est précieuse ta fidélité, les hommes se réfugient à l'ombre de tes ailes. Hein, c'est toujours cette thématique-là. Remplis aussi à l'ombre de tes ailes. C'est, ouais, 91. Donc, 92 dans l'autre, enfin, sur la numérotation. Donc, vous voyez bien que la thématique première, évidente, c'est celle de la protection. Et ce que dit Ruth à Bose, ça s'accorde tout à fait à ce que Bose avait dit quand il parlait de la protection que Ruth est venue chercher auprès de Dieu. D'accord? Et donc, Quand on chante Mon espérance, le dernier verset, c'est Protège-moi, je suis ton bien. oh, oui. Ouais, mais Protège-moi. Nous aussi, on demande à Dieu de nous protéger. donc, c'est le sens premier. Et or, Ruth demanderait donc, dans cette formule, c'est pas donc épouse ta servante, le premier sens de sa demande, c'est protège-moi au titre de ta responsabilité de Goël, de racheteur, de protecteur, en quelque sorte. Donc, je sais elle, voilà. Donc, ça, c'est le sens premier. Mais voilà, c'est là qu'il y a une particularité, c'est que euh, là, Ruth, elle sait aussi jouer d'ambiguïté comme Noémie dans les instructions qu'elle donnait, elle n'utilise pas le terme elle au pluriel, mais elle l'utilise au singulier. Et au singulier, le terme signifie alors communément le pan du manteau. Ça, vous avez des traductions différentes. Le pan du manteau, parce qu'effectivement, un pan du manteau, ça fait comme une aile. Si vous avez les deux pans, ça ferait deux ailes. Ben, voilà, le pan du manteau, ce qui met en jeu une autre symbolique qui là est une symbolique nuptiale. Et donc, on a un certain nombre de références dans l'Ancien Testament, notamment chez le prophète Ézéchiel, chapitre 16, verset 8, où Dieu utilise le geste symbolique de recouvrir, d'utiliser le pan d'un manteau pour établir un lien d'alliance, un lien nuptial avec Israël. Je vous lis le passage. Alors j'ai étendu mon manteau sur toi pour en couvrir ta nudité. Je t'ai promis fidélité et j'ai conclu une alliance avec toi. C'est ainsi que tu fus à moi, je l'affirme, moi, Yahvé, Dieu. Et donc, vous voyez bien que la formule de Ruth, elle aussi, entre une demande de protection adressée au Goël, avec l'allusion aux ailes protectrices au pluriel, et une proposition de mariage adressée par la servante et qui est adressée à travers le geste symbolique du manteau étendu. Et donc, vous voyez qu'il y a deux. Alors, c'est à la fois la figure du Goël qui apparaît d'un côté, et de l'autre, c'est la figure du Lévir, le Lévira, qui est donc celui qui doit épouser, donner une descendance. Le Goël, il n'a pas donné une descendance. Il a racheté, donné une protection, mais il n'a pas vocation à épouser. Et là, il y a une vraie ambiguïté délibérée, voilà. Et c'est là que c'est intéressant. Alors, évidemment, on peut se poser des questions parce que Ruth, elle est moabite, donc elle parle pas l'hébreu couramment, si vous voulez. C'est une Nakria, donc une étrangère. Elle n'a pas une parfaite maîtrise de la langue. Alors, question de Jean-Pierre Sonnet. Ruth est-elle consciente de ses connotations croisées? Fait-elle appel dans son hébreu d'étrangère, hésitant sans doute sur les usages et sur les formes, à des conduites de la religion d'Israël dont elle est devenue familière jusqu'à un certain point? On pourrait dire elle fait au mieux. Et il rajoute, force est de constater qu'elle ne pourrait mieux faire. En jouant sur le double sens de l'expression des ailes, elle ouvre en effet devant Bose une double perspective, celle, celle de voilà, oui aussi, celle de lui demander d'assurer sa protection et celle de l'épouser. On lui demande d'attendre la fin de l'année.
C'est pas tout de suite, oui, il dit, attends. Alors, mais là, on va savoir pourquoi. Hein. Oui, mais t'es vraiment très pressé, Gabriel. Je sais. Euh, donc, la demande adressée au Goël d'agir en tant que protecteur oriente Bose vers sa responsabilité de proche parent. La référence au manteau nuptial le renvoie par contre à un autre domaine juridique où il est question pour un fils d'Israël de l'obligation d'épouser une veuve. Il s'agit de la loi du Lévirat. Et donc, derrière la demande ainsi comprise se déclare dès lors le désir de Ruth d'honorer son mari défunt, fils de Noémie, en lui donnant une descendance. Voilà. Et donc, c'est là que c'est intéressant de regarder la réponse que va faire Bose à cette demande. Béni sois-tu du Seigneur, ma fille. Tu as montré ta fidélité de façon encore plus heureuse cette fois-ci que la première, en ne courant pas après les garçons pauvres ou riches. Alors, donc il fait un éloge de Ruth. Euh, donc, la bénédiction, alors, il la bénit. Béni sois-tu du Seigneur, ma fille. Tu as montré ta fidélité. Fidélité, c'est le mot EZ qu'on avait déjà observé. Alors, le EZ, c'est souvent c'est des qualités quasi divines. C'est la miséricorde ou la bonté dont Dieu fait preuve vis-à-vis de son peuple. C'est d'abord ça. Euh, et ce qui est étonnant, donc il fait référence à deux actes de EZ, de bonté, de fidélité, euh, puisque cette fois-ci que la première. Et la première, donc c'est quoi la première et c'est quoi la deuxième? Donc la deuxième, ce serait en ne courant pas après les garçons pauvres ou riches. Et la première, c'était qualifié comme ça au chapitre 2. C'est la fidélité, EZ, que Ruth a eu vis-à-vis de sa belle-mère Noémie en la suivant. Euh, et donc, c'est, il y a dans cette, voilà, c'est intéressant parce que, a priori, bon, en ne courant pas après les garçons pauvres ou riches, c'est pas a priori, on ne voit pas ça comme un acte de fidélité, enfin de fidélité, sauf à le comprendre si lui doit être le futur époux, alors là, oui, il peut l'entendre comme une forme de fidélité à son endroit. Et donc, ça laisse à penser que c'est bien comme ça qu'il l'entend aussi. Donc, il accepte à la fois d'être Goël, protecteur, mais aussi et possiblement époux. Euh, Or, souvenez-vous, les jeunes gens, c'était quelque chose qui est obsédé un peu Bose au chapitre précédent. Il s'inquiétait beaucoup de ce qu'elle aille près de jeunes gens, et ça inquiétait aussi Noémie. Voilà, c'est ça. Donc, Bose loue Ruth pour ne pas avoir courtisé les jeunes gens, déjà mentionnés comme Néharim dans les scènes précédentes. Voilà donc Bose qui confirme a posteriori la sous-intrigue redoutée par Noémie, celle de l'attraction possible entre protagonistes plus jeunes sur la scène de l'action au détriment de Bose. Hein, qui lui avait dit, reste derrière les jeunes femmes et va pas derrière les jeunes gens. Des garçons. Et alors, donc il y a donc, le verset 11. Maintenant donc, ma fille, n'aie pas peur. Tout ce que tu diras, je le ferai pour toi. Là encore, superbe ironie du narrateur, puisque Noémie avait dit à Ruth, il te dira ce que tu dois faire, il te dira lui ce que tu auras à faire. Et en fait, c'est l'inverse qui se passe. Boz a compris que c'est en fait Ruth qui lui souffle le plan à suivre. Je ferai pour toi tout ce que tu diras. Il en profite et au passage, il dit pourquoi il le fait. Tout le monde chez nous sait bien que tu es une femme de valeur. Le terme, c'est Ezet Haïl, femme de valeur. Or, c'était très exactement la manière dont Boaz était désigné au début du chapitre 2. Or, Noémie avait un parent du côté de son mari, un notable fortuné de la famille d'Elimelech.
Donc le notable fortuné, en fait, c'est, on s'y était arrêté un peu, c'est Gibor Hayil, un homme de bien ou un homme de valeur. Donc c'est un homme de valeur qui rencontre une femme de valeur. Ok. Alors, petite pause pour lire deux encadrés, un de Jean-Louis K, justement qui évoque ses titres de noblesse de Ruth, donc sa valeur. Euh, donc c'est l'encadré qui se trouve en bas à gauche de la page 3. Lorsque Ruth propose à Bose de l'épouser, celui-ci ne fait aucune objection. Il reconnaît en effet que la volonté de Ruth de donner une descendance à Noémie est un acte de générosité qui dépasse encore celui de l'avoir accompagnée chez elle. Tous les notables de Bethléem considèrent Ruth comme une femme valeureuse. Ce terme équivaut à celui que le narrateur a utilisé pour présenter Bose en Ruth de 1, un homme noble, un homme de qualité. Ainsi, Ruth possède les titres de noblesse, entre guillemets, qui lui permettent d'épouser Bose. La pauvre veuve moabite a manifesté de grandes qualités de cœur à l'égard de sa belle-mère, et ces qualités lui confèrent ce que ni la naissance ni la fortune ne lui ont donné. La noblesse de Ruth est une noblesse de cœur, tout comme sa citoyenneté est une citoyenneté d'honneur. Et alors, l'autre, donc c'est André Hénin dans Cahiers Évangile, qui évoque cette rencontre à laquelle on vient d'assister, enfin, qui est quasiment finie, mais pas tout à fait, euh, par rapport au scénario qu'avait imaginé Noémie, on voit qu'on est dans quelque chose de très différent et de très chaste au fond. La nuit sur l'air, Ruth ne vient pas vers Bose en cachette, comme le lui avait demandé sa belle-mère, mais plutôt en douceur, afin de ne pas être entendue de l'homme endormi. Ensuite, dès le premier contact avec Bose, Ruth dit qui elle est avant d'expliciter le but de sa présence dans une telle tenue. Elle a ôté son manteau devant lui pour l'inviter à étendre sur elle le pan du sien et à faire d'elle sa femme. La relation se noue d'emblée sur le mode du dialogue et dans la clarté entre les partenaires. Pour Noémie, le secret de la nuit devait servir à surprendre Bose. Lui l'utilise pour protéger de ceux du dehors sa nouvelle intimité avec Ruth. La relation qu'il va tenter maintenant de rendre possible. En répondant à Ruth, Bose lui fait part de toute l'estime qu'il a pour elle. Le scénario de Noémie n'incluait ni reconnaissance mutuelle, ni échange de paroles, ni respect ou estime. Or, la rencontre sur l'air donne lieu à un merveilleux dialogue entre deux personnes, libres de leur avenir, où chacune expose à l'autre son désir dans le respect de ce qu'il est. Il n'y a pas de tromperie. Alors que, à l'origine, ce qui était imaginé par Noémie, c'était aussi de cet ordre-là. Euh, tromperie qui fait référence à Tamar et aux filles de Lot. Là, on n'est pas dans ce registre-là. Et en fait, ça vient aussi corroborer l'honneur de cette femme, une femme de valeur, titre de noblesse, la noblesse de Ruth. C'est-à-dire qu'elle elle est pas entrée dans cette logique-là, euh, mais c'est une femme d'honneur, une femme une noble femme qui rencontre un noble homme. Oui, bon. Ce n'est pas avec le peuple de cœur, on ne serait pas revenu avec Noémie non plus. Et oui, oui, ça, c'est vrai, il y a une forme de continuité. Oui. Alors, après vient, c'est le verset 12, donc les versets 12 et 13 qui concluent cette scène sur l'air. Alors, maintenant, il est vrai que si je suis racheteur, il y a cependant un autre racheteur plus proche. Qu'est-ce que donne comme traduction Chouraki de ce verset 12? Je suis moi-même un racheteur, mais un racheteur plus proche que moi existe. Nuit cette nuit, et te Ok, fera au matin s'il te rachète, bien qu'il te rachète. ok, Mais la suite, c'est la même. ok. Si le Mais délai, non, c'était juste sur le verset 12. Sur le verset. Alors, la traduction que je vous avais lue tout à l'heure, elle était un petit peu plus, elle était un peu plus hachée, on va dire. C'était, mais voici, s'il est vrai que oui, certainement, j'ai droit de rachat, il y a aussi un racheteur plus proche que moi. Alors, ce qui est amusant, c'est que il y a c'est comme si, donc Bose reprend la parole, mais comme s'il était un peu gêné. Il est embarrassé. il doit l'être. Il s'exprime de manière presque chaotique. Son intervention. Son intervention, je lis Jean-Pierre Sonnet, s'ouvre sur 5 particules introductives au point que les massorettes ont choisi d'ignorer le cinquième et ne l'ont pas vocalisé.
et que la Septante, de son côté, a préféré ne pas traduire la première. Mhm. Donc, vous voyez, mais voici, s'il est vrai que, oui, certainement, il sait pas comment, il sait pas comment annoncer le côté un peu gênant de ce qu'il va devoir dire, quoi, voilà. Euh, et donc, voilà, il nous apprend, voilà, il y a un nœud dans la gorge, ça a du mal à sortir, mais il le dit, bah, il y a un autre Goël qui est prioritaire. Voilà. Le droit donne priorité à un autre racheteur. Donc, c'est lui, il a un droit de rachat et il a une initiative. Alors, en principe, ça doit être, je pense que c'est un plus proche parent. Oui. Qui sait? On ne sait pas qui c'est, on ne sait pas qui c'est, on n'aura pas son nom. On le verra au chapitre suivant, la fois prochaine, la rencontre à l'extérieur de la ville. Et à le faire. Voilà, donc bah, vous lirez le chapitre 4 et vous verrez qu'il y a effectivement cet autre racheteur qui apparaît, cet autre Goël, mais dont on ne connaîtra pas le nom. Et vaut mieux d'ailleurs qu'on le connaisse pas parce qu'il est pas très glorieux en fait. Oh, Et alors, rétrospectivement, bah, il y a plein de choses qui s'éclairent. Parce que quand vous aviez la rencontre au chapitre 2, on pouvait se dire, bah, les choses s'en mangent bien. Euh, mais ça concluait pas, comme on dit dans Les Bronzés font du ski ou je sais pas quoi. ouais, ouais. Et c'est un gars honnête, oui, oui, on peut dire ça. Et donc, quelque part, pourquoi les choses en étaient restées là où elles étaient? Donc, on était à la fin du chapitre 2, elle demeurait chez sa belle-mère, Noémie. Voilà, ça n'a pas bougé, en quelque sorte. Et donc, on comprend pourquoi Boaz s'est contenté de donner de... Il a juste été généreux, il a donné de l'orge en quantité, enfin, donné où il a, sans le faire de manière ostentatoire encore. Il n'a rien entrepris en faveur des deux femmes. Pourquoi? Ben, on a l'explication, le lecteur découvre pourquoi. Eh bien, s'il n'a pas pris les initiatives qu'on espérait le voir prendre, c'est qu'il en était empêché. Un autre, dans le cercle de la famille, avait priorité. La Victor Hugo, je crois que c'est pas comme ça. J'ai l'impression qu'il s'est passé quelque chose chez Victor Hugo, non? Dans le même poème de Ruth, Les matins triomphants, je sais pas quoi. Là, quand on est jeune, on a des matins triomphants. Mais c'est pas. Non, non, là, il n'y a pas de matin triomphant là-dedans. Mais bon, enfin, on va pas le faire maintenant, mais en off, on regardera le texte. Il est là. Mais donc avançons parce qu'il est déjà 22 heures. Donc voilà, il y a un autre personnage qui est là et donc alors mais après lui il prend il prend quand même les choses en main. Il va faire un serment. Donc voilà, il y a ce respect de cette droit de préemption, je sais pas comment il faut dire. Euh, Voilà. Au matin, s'il te rachète, bon qu'il rachète. Et s'il ne désire pas te racheter, alors moi je te rachèterai, aussi vrai que le Seigneur est vivant. Aussi vrai que le Seigneur est vivant, évidemment, c'est une formule, c'est forte. Moi, par la vie de Yahvé. Or, c'était très exactement la formule, ou quasiment la formule qui était celle de Ruth vis-à-vis de sa belle-mère. Le Seigneur me fasse ainsi et plus encore si ce n'est pas la mort qui nous sépare. C'est la même forme de fidélité. Alors alors on voit que Dieu n'intervient pas dans le récit, on voit pas Dieu intervenir, mais sans cesse les évolutions ou le cours de l'histoire est rattaché, et le discours de Bose là, rattache euh, le- 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 l'intrigue et son dénouement à venir à la figure de Dieu toujours. C'est un Dieu, alors on verra, on prendra ça à la fin du parcours, mais il y a un Dieu qui est présent, mais qui n'est pas au premier plan. Il agit à travers, en quelque sorte, l'attitude et le comportement des personnages. Et alors, pour conclure cette partie-là, vous avez couche-toi jusqu'au matin, passe la nuit. Les verbes qui sont utilisés là, en hébreu,
Donc, Lini passe la nuit, reste couché, Sigby euh, ont un sens absolument neutre, euh, absolument exempt de toute connotation sexuelle. Donc, c'est une manière de nous dire que bah, cette nuit a été une nuit de grand respect. Voilà. Et le dialogue. Et de dialogue. Voilà. Mm. Il y a eu une délicatesse et un respect complet de l'un et de l'autre. Et donc, il se lève avec ce propos bien décidé de régler les choses. Mais il le fait avec, donc ça c'est l'épisode qui suit, verset 14. Elle se coucha donc à ses pieds jusqu'au matin, mais donc aucune connotation sexuelle à ce verbe, mais elle se leva avant qu'on puisse se reconnaître l'un l'autre. Donc dans une obscurité, il ne faut pas qu'elle soit reconnue, que sa réputation soit entachée. Car il disait qu'on ne sache pas que cette femme est venue sur l'air. Elle est considérée, elle est reconnue comme étant une femme de valeur. Il ne faudrait pas qu'on la prenne pour une femme de peu, c'est un peu ça. Et là, il dit, donne la cape qui est sur toi, tiens-la. Elle l'atteint donc. Alors il mesura 20 litres d'orge et l'en chargea, puis il rentra en ville. Ok, On peut porter 20 kilos, dis donc. euh, donc l'unité de mesure n'est pas précisée, alors on pense que c'est... bon, enfin, voilà. Ben, c'est les mesures, donc 6 mesures d'orge, 6 d'orge, mais voilà, de combien, on ne sait pas trop. Donc, enfin, en tout cas, c'était quand même un peu substantiel, donc selon les mesures qui avaient cours à l'époque. Alors, c'est un peu paradoxal, parce que pourquoi est-ce qu'il donne pourquoi il donne cette orge-là? Alors, voilà les réflexions de Jean-Pierre Sonnet. Si Bose entend préserver le secret de la rencontre sur l'air, pourquoi remet-il à la jeune femme un échantillon de l'air en question? Ben oui, ça trahira sa présence sur l'air. Euh, la réponse se trouve sans doute dans la motivation du geste. Bose désire apparemment donner un gage supplémentaire de sa générosité. Il le confie à Ruth, mais le destine probablement à Noémie, qui est sur le point d'apprendre que la scène nocturne n'a pas suivi le scénario escompté. Le don de l'orge est là, toutefois, pour faire comprendre à la belle-mère entreprenante que la rencontre sur l'air à Vannes a bel et bien été bénéfique. Les 6 mesures de grain en sont le gage matériel. C'est la bague de fiançailles, quoi. Alors, on en arrive au verset 16, donc troisième partie de ce chapitre. Donc, on se retrouve auprès de Noémie. Elle rentra chez sa belle-mère qui dit, alors, littéralement, qui es-tu, ma fille? Ou plutôt, qu'es-tu devenue? Alors, évidemment, c'est au fond, elle veut savoir ce qui s'est passé. Est-ce que tu es l'épouse maintenant est-ce que tu es la femme de Bose? Parce que, voilà, évidemment, ça fait écho à qui est cette jeune fille. C'est encore ce qui es-tu qui revient. On l'avait tout à l'heure. Qui est-ce voilà, que disait Bose et de qui à qui appartient-elle? Et là, c'est à nouveau la question de l'identité qui apparaît. Alors, ce qui est intéressant, on peut faire un écho, ça peut faire aussi un écho dans une tradition un peu midrashique à un autre épisode. Euh, La question recueille aussi l'écho plus lointain de la question d'Isaac aveugle devant l'être composite Jacob-Ésaü qui se présente à lui pour lui soutirer sa bénédiction. Qui es-tu, mon fils? C'était la même formule qu'on trouvait. Dans ce cas, la tromperie du vieil Isaac par le jeune Jacob a réussi. Dans le cas présent, comme va l'apprendre Noémie, le tour de passe-passe a été remplacé par une autre ligne de conduite. Qui es-tu, ma fille? Noémie n'est sans doute pas la seule à avoir la curiosité piquée au vif. Le lecteur s'interroge lui aussi sur le non-dit de la nuit passée sur l'air. À sa belle-mère, Ruth en fait le récit par le détail, sans que le lecteur n'en apprenne rien. Parce que il nous est dit, on a tout ce que cet homme avait fait pour elle. Mais pas de chance, on ne dit pas tout. Donc, nous, le narrateur, la Noémie, elle connaît tout le détail, et nous, on ne connaît pas. On ne sait pas tout. Et, euh, et donc, il y a une asymétrie entre le savoir de Noémie et le nôtre, celui du lecteur. Alors, d'habitude, c'est souvent l'inverse. C'est-à-dire que le lecteur sait à des éléments que lui donne le narrateur que voilà.
Par exemple, au début du chapitre 2, Or Noémie avait un parent du côté de son mari, un notable fortuné de la famille d'Elimelech qui s'appelait Boz. Ruth la Moabite dit à Noémie. Mais voilà, donc en fait, le narrateur a la connaissance de l'identité de ce Boz et du lien qu'il y a avec Noémie, mais Ruth n'est absolument pas au courant. Elle ne le découvrira que ultérieurement. Et donc, on est là dans un cadre différent. Et donc, et elle dit, il m'a donné ces 20 litres d'orge, car m'a-t-il dit, tu ne rentreras pas démuni chez ta belle-mère. Alors, c'est curieux parce que ça, on ne l'a pas entendu, nous. Enfin, dans le récit avant, il n'a pas dit ça quand il lui a donné. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est... Bon, le narrateur ne nous a pas tout raconté, possible. Est-ce que Bose l'a effectivement dit? Ou est-ce que c'est Ruth qui l'invente? Oui, ça peut être qu'il a inventé. Voilà. Alors, hypothèse, euh, nous en apprenons plus à propos d'une initiative de Bose. L'orge versée dans le châle était destinée à Noémie. Ne rentre pas les mains vides chez ta belle-mère. Cette révélation confirme l'hypothèse formulée plus haut. C'est bien Noémie qui était la destinatrice de l'offrande d'orge. C'est à elle qu'était destiné le signal du grain offert, gage du caractère bénéfique de la rencontre nocturne. Donc, ça fait d'autant plus penser que Noémie, l'enfant de Ruth est l'enfant béni, désiré de Noémie. Alors, pour l'instant, il n'est pas question d'enfant encore, mais c'est les prémices. On est que dans les prémices. Et mais alors, ce qui est intéressant aussi, c'est il m'a donné ces 20 litres d'orge, car m'a-t-il dit, tu ne rentreras pas démuni, récame chez ta belle-mère, démuni, vide. Or, c'était précisément par ces termes que Noémie se présentait aux femmes de Bethléem en arrivant. Voilà, riche, je suis parti, et démuni, je rentre. Voilà, démuni, vide. Or, ben, dans le vide, voilà, c'est là que peut-être on anticipe sur l'histoire de l'enfant, sur la suite, c'est que, ben, oui, c'est déjà c'est la promesse de ne pas être démuni, d'être rempli, d'être pleine et d'avoir peut-être et d'avoir un enfant d'une certaine manière. Donc voilà, il y a tout l'enjeu de savoir est-ce que c'est de... Alors, ces mots n'ont pas été rapportés par le narrateur, on l'avait remarqué, de deux choses l'une, ou bien cette phrase a été prononcée par Bose et le narrateur l'a passée sous silence, créant ainsi une ellipse à présent comblée par le rapport de Ruth, ou bien ces mots n'ont jamais été prononcés et c'est Ruth qui les met sur les lèvres de Bose pour rendre manifeste à Noémie l'intention favorable de l'homme de Bethléem. Pas de, pas d'explication plus que ça. Et alors, le dernier verset, demeure ma fille jusqu'à ce que tu saches comment l'affaire aboutira, car cet homme n'aura de cesse qu'il n'ait conclu cette affaire aujourd'hui même. Mais donc, vous avez le même verbe demeure qu'à la fin du chapitre 2. Mais donc, le demeure à la fin du chapitre 2, c'était vraiment un temps mort. Bon, ben voilà, il y a eu cette rencontre, mais ça n'aboutit pas, ça ne va pas plus loin. Et là, demeure ou assieds-toi, eh ben, ça prend un autre sens. C'est une session, on s'assoit, mais dans une attente active. Et on sent un peu Noémie aux aguets de ce qui va arriver. C'est un espèce de wait and see. Ouais. Et on va bien voir quelque chose qui arrive, quoi. Euh, Aujourd'hui même. Donc là, ça relance l'intrigue avec la scène qui va se passer euh, sur le marché. Alors, il y aura des considérations un peu juridiques qu'on abordera la fois prochaine là-dessus. Mais on voit que les choses là évoluent de manière très positive. Voilà, il est 22h10. Donc, c'est un peu On plus. passe vite avec le temps. Le temps passe super vite, oui. Donc, on va s'arrêter là pour ce soir. Merci de votre présence et de votre attention. Et puis, on se retrouve donc le mois prochain pour une nouvelle rencontre.
Merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde et Bonne soirée. bonsoir à vous aussi. Merci, bonsoir. Au revoir. Au revoir.